Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. C1. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. J'afficherai le décompte des 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts et un carton indiquant la fin de votre présentation par la suite. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Patrick Mascotte, associé chez Solus Fiscalité et Comptabilité et chargé de cours à l'UQTR. Bonjour, Brigitte, responsable de dossier chez FBL. Bonjour, Véronique Blanger, responsable de dossier chez Malenfant Malade. Allô, Catherine Dubois-Ladeux, responsable de dossier chez Monchevalier. Bonjour, Zachary Ossely, professeur de comptabilité financière ici à l'UQTR. Bonjour. Je me présente, Francis Vézina. Voici mon collègue Simon Maquet et Julien Delan. Vous avez donné un mandat aujourd'hui. On est venu vous donner des solutions concernant le mandat que vous nous avez donné. La présentation va se dérouler comme suit. Une petite introduction, les options d'expansion des activités, le prix à charger pour les membres, les études financiers prévisionnels qui va se conclure par l'état des résultats et le bilan prévisionnel pour l'exercice 2020. Par la suite, on va faire une petite analyse de ratio pour les liquidités et les trésoreries, puis il va y avoir une conclusion et des recommandations. Alors, petit historique de l'entreprise. L'entreprise a été démarrée en 2017. C'est une personne qui a à cœur la danse. Elle veut un petit peu moderniser puis encourager son sport qu'elle adore. C'est sûr qu'on a regardé un petit peu plus le côté financier de l'entreprise. On ne se le cachera pas, il y avait quand même des pertes depuis 3 ans, puis ça a un petit peu augmenté durant les années. Donc, notre mandat est vraiment de peut-être regarder le prix qu'elle devrait utiliser pour obtenir son seuil de rentabilité. Par la suite, on devait choisir entre les projets d'expansion, donc on a essayé de déterminer lequel qui allait être le plus favorable à l'entreprise, puis tant au court terme qu'au long terme. Puis le dernier mandat, c'était d'évaluer la liquidité et les trésoreries de l'entreprise. Donc je vais vous laisser avec Julien. Donc pour les options d'expansion, il y en avait 3. On a commencé avec la location d'un deuxième local qui est à 15 km de distance de notre premier local qu'on a en ce moment. On a fait la différence sur 5 ans, puisque les bails étaient de 5 ans. Donc, le loyer supplémentaire serait de 600 000. Ça, c'est sans compter le loyer actuel que nous avons avec le premier local. Tous les chiffres qu'on a comptés, c'est vraiment additionnel à ce que nous avons en ce moment. Par la suite, il y a les charges d'électricité qui restaient pareilles que l'autre local. Donc, plus 1,5% que nous avons mis, puisque le deuxième local était plus grand que le premier. Donc, nous avons estimé que ça allait coûter plus cher l'électricité que le premier local. Ça ferait 23 731,5 pour la première année et 5% additionnel pour les 4 années suivantes. Ce qui donnerait un total pour l'électricité de 131 129,3 $ supplémentaires d'électricité, avec les rénovations de 25 000 $ qui doivent être faites pour mettre le local à jour, quoi que ce soit, et les 40 000 $ d'équipement pour faire fonctionner l'entreprise au quotidien. Ce qui donnerait au total 796 129 $ additionnels de loyer et de frais pour ce local-là sur 5 ans. Les écritures qui seraient à faire, mensuellement, il y a le loyer électricité au débit, banque, on aurait au crédit du montant des charges qui serait de 11 978 par mois.
Nous avons aussi les frais de rénovation à banque pour s'occuper justement du 25 000 de rénovation. Par la suite, la deuxième option d'expansion était le local adjacent, qui était plus grand que le premier local aussi. Les frais, ce serait de 120 000 $ additionnels pour la première année de loyer, 10 000 $ additionnels à chaque année, ce qui ferait 700 000 $ de loyer supplémentaire sur 5 ans. L'électricité, encore une fois, le local est plus grand, donc il serait de 35 596,58 pour la première année, 5 % additionnel à chaque année, encore une fois. Donc, ça donnera un total de 196 693,55 sur 5 ans. Les rénovations pour isoler les locaux, pour la musique et la danse, pour se bien isoler, c'est 350 000 $. Ce qui va faire que nous allons devoir faire un emprunt hypothécaire, puisque, vu nos liquidités, vu notre situation financière, on n'a pas les moyens de se financer nous-mêmes, donc il va falloir faire un emprunt hypothécaire. De là, l'écriture banque, emprunt hypothécaire. En plus, nous avons les intérêts sur l'emprunt hypothécaire par année. Nous sommes conservateurs en disant que ça va être 3 % d'intérêt. Ça peut très bien être moins, mais on veut s'assurer que dans nos prévisions, on va être correct. Donc, nous avons mis 3 % plus les 40 000 que nous avons pour les équipements pour chaque option, ce qui donne 1 286 693 $. Pour la troisième option, l'option que nous avons choisie, en fait, nous, on a vu que les avantages qu'il y avait de cette option-là, ça serait que tous les jeunes seraient à la même place, ce qui créerait un environnement de famille, qui favoriserait l'échange entre les plus vieux, les plus anciens et les plus nouveaux, ce qui ferait que l'école elle serait plus unie. Ça, les gens aiment vraiment ça quand ils s'inscrivent dans les activités sportives et c'est comme une famille. Le seul inconvénient de cette option-là était le transport en commun, la difficulté du transport. Pour pallier à ce problème-là, on a décidé d'essayer d'implanter un système de transport, de mettre un autobus qui fait un chemin pour aller chercher les étudiants, que ce soit un point de rendez-vous que les parents vont tous les porter, l'autobus vient chercher. On a estimé sur 5 ans 300 000 $ de frais. Ça serait 60 000 $ par année, 5 000 $ par mois. Il y a 45 semaines d'activité, donc c'est quand même élevé, mais ça vient pallier un grand problème qu'on avait pour cette option-là. Donc, si je pars d'en haut, l'acquisition de la bâtisse, 500 000 $. Les rénovations pour mettre le tout pour les activités, 125 000 $. Les frais de déménagement, 5 000 $. Et encore une fois, le 40 000 $. Donc, le tout additionné, 970 000 $ sur 5 ans. Pour cette option-là, nous avons plus d'écriture à faire puisque la bâtisse avec les amortissements et les intérêts. Encore une fois, on ferait appel à un emprunt hypothécaire pour venir se financer pour le bâtiment et les frais de rénovation, qui additionnent à 625 000 $. Les intérêts sont effectivement plus élevés puisque le montant est plus grand. L'amortissement de la bâtisse, on l'a amorti sur 20 ans, ce qui donne 23 000 $ d'amortissement par an. Donc maintenant, moi, je vais vous parler de notre deuxième mandat qui était de déterminer le prix qu'on devait charger aux utilisateurs afin d'atteindre le seuil de rentabilité. Donc tout d'abord, ce qu'on a fait comme calcul, c'est qu'on est allé regarder en 2019 c'était quoi notre revenu tiré des inscriptions, c'était de 308 000 $. On avait 12 équipes et le prix d'inscription par personne était de 1 400 $. Donc en faisant une division, on arrivait qu'en moyenne par équipe, on avait 18,33 athlètes. On savait ensuite qu'en 2020, on allait avoir 14 équipes, donc on a fait une simple multiplication, on va arriver à 257 athlètes. Donc, là, c'est sûr que je parle tout de suite un peu des charges totales, on ne les a pas encore vues, je vais présenter les états après. Nos charges totales étaient de 534 710, donc en divisant le nombre d'athlètes, ce chiffre-là par le nombre d'athlètes, on arrive à 2081, puis le prix à charger pour atteindre le seuil de rentabilité. Par exemple, nous autres, on sait que vous avez beaucoup de dettes à long terme, vous allez vraiment avoir besoin de liquidité, donc seulement arriver à un bénéfice de 0 et pas prendre en compte le futur, que vous allez vraiment avoir besoin de liquidité. Il fallait qu'on mette un prix plus haut afin d'accumuler les bénéfices et l'argent requis pour rencontrer nos obligations. Donc, voici notre état des résultats prévisionnels.
Donc, tout d'abord, il y a le revenu tiré des inscriptions qui est beaucoup plus haut que ce qu'on avait en 2019. C'est sûr qu'en considérant qu'en 2019, on vendait nos inscriptions 1400 $ par personne, mais maintenant on est à 2300, c'est une très grande augmentation. Par exemple, c'est justifié par le fait qu'on est une des meilleures écoles de danse, c'est écrit à l'intérieur du rapport. Donc, on a vraiment la possibilité d'augmenter nos prix sans que ça affecte vraiment le nombre d'inscriptions, parce qu'on est vraiment les meilleurs. Nos concurrents qui avaient le prix le plus bas, je pense que c'était 2000 $. Donc, à 1400, on était vraiment, vraiment en dessous de ce qu'on pouvait se permettre. À 2300, on pense que c'est un prix qui va être quand même accepté par plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le 2300. Afin d'aller chercher une petite marge supplémentaire, on vous propose aussi d'aller chercher un profit de 10% sur la vente d'uniformes. Comme vous pouvez voir, nos produits sont de 74 209 alors que le coût est de 67 463. Donc, on voulait aller chercher une petite marge supplémentaire là. On ne pense pas que c'est un coût qui va être trop complexe pour les gens à payer. En fait, on pense qu'ils sont prêts à payer un 35 $ supplémentaire afin d'acquérir l'équipement nécessaire. Par la suite, je ne vais pas vous parler de toutes les charges, mais de certaines. Mettons, pour les assurances qu'on a faites, c'est seulement une augmentation. Vous voyez, une augmentation de, je pense, 2000 $, en tout cas, d'un certain nombre par année entre les années. Donc, on a juste poursuivi avec ces données-là. Par exemple, les inscriptions en compétition, on a pris en compte le nombre d'athlètes qui étaient inscrits. Les amortissements des immobilisations, on a inclus tout ce qui était notre bâtiment maintenant nouvellement acquis. À part ça, les intérêts sont beaucoup plus hauts, c'est sûr, parce qu'on a contracté un nouvel emprunt hypothécaire. Le transport est beaucoup plus haut aussi à cause de notre autobus. À part ça, je pense que les autres, c'est souvent des continuités de prix des augmentations en pourcentage. Donc ça me donne un bénéfice avant impôt de 63 136 $. Ça va vraiment permettre, en tout cas à court terme, de rencontrer vos obligations que Julien va vous présenter après, qui sont quand même assez élevées. Donc il faut vraiment qu'on ait un bénéfice assez fort pour pouvoir rencontrer nos obligations. Par la suite, on a fait le bilan prévisionnel en 2020. Ça, c'est les actifs. On a fait une provision pour mauvaise créance. Pour créance irrécurrente. En fait, on avait un 900 $ d'une athlète qui était déménagée. On n'était pas capable de la rejoindre, c'était difficile. On a décidé aussi que le 150 $ de la cliente qui ne veut pas payer, on allait juste devoir exclure cette athlète-là de notre académie, de notre programme, puisqu'on ne peut pas avoir une réputation qu'on laisse les gens pas payer leurs inscriptions. Donc, ça fait le 900 $ plus le 150 $, 1050. Pour ce qui est des immobilisations, encore une fois, on a pris la valeur. Pour le 45 000, il était à 50 000 au début, mais à cause d'une inondation, on a eu 5 000 de mois à retrancher et un 3 000, je crois, d'amortissement qu'on a enlevé aussi. Donc, au net, on a 9 000 $, matériel de bureau, 12 000 $. Matériel informatique, c'était notre dernière année d'amortissement, donc il est maintenant à 0 de valeur nette. Il n'y avait pas de valeur résiduelle reliée à ça non plus. Il y a aussi de nouveaux bâtiments et les améliorations locatives, respectivement de 477 000 et 118 750 net. Malheureusement, on a oublié de mettre le 40 000 supplémentaires pour les équipements. Donc, il n'est pas affecté au bilan là, mais il devrait. Pour les passifs, les fournisseurs 10 000, comme je vous avais dit précédemment, on a 5 000 $ par mois de transport d'autobus. On a 60 jours pour payer, donc on prend ces 60 jours-là, donc on a 10 000 $ de fournisseurs. Portion importante de la dette à long terme, bien sûr, elle augmente, puisqu'on a quand même augmenté considérablement notre dette à long terme. Justement, on va voir avec Francis, ça vient affecter nos ratios, puis ça fait que c'est difficile de voir la rentabilité plus à long terme. Les bénéfices non répartis, le seul changement, c'est le bénéfice de cette année. Alors, pour ce qui est des ratios, on en a sélectionné 3. La marge nette sur vente, comme ils pouvons voir, avant, elle était de moins 17,4 %. Ce qui était, dans le fond, à toutes les fois qu'on faisait une vente, on avait des paies. Nous autres, on l'a ramené à 9,5 %, ce qui est quand même assez faible. Cependant, on va peut-être pouvoir l'élever progressivement lors des années, voir aussi le suivant
l'évolution de notre hausse par rapport à notre clientèle. Par la suite, notre fonds de roulement il est resté pareil. Cependant, notre ratio d'endettement, on a réussi à le diminuer considérablement suite à nos modifications. Alors, concernant nos recommandations, une augmentation des prix de vente supérieure à nos estimations. Dans le fond, nous conseillons d'augmenter encore dans le futur les prix graduellement. C'est sûr que là, en ce moment, on les a augmentés considérablement dans l'année. Donc, peut-être attendre un an, mais pas vraiment plus parce que notre bénéfice et nos dettes sont quand même très élevées comparativement à ce qu'on a. Sinon, une autre recommandation, peut-être un partenariat avec un investisseur externe. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure solution. Cependant, le profil de l'entrepreneuse qu'on a, c'est une personne très qualifiée en danse, c'est une passionnée. Cependant, peut-être qu'elle a besoin d'acquérir de l'expérience extérieure pour combler sa lacune un petit peu des finances. Ou ultérieurement, ce serait peut-être de cesser des opérations dépendamment de la restructuration ou de l'investisseur, parce qu'on peut voir que présentement, elle a vraiment de la misère à faire face à ses dettes à court terme, mais à long terme aussi. Donc, c'est vraiment important qu'elle prenne des décisions stratégiques. Puis, c'est ça. Merci. Je suis un peu surpris de voir cette dernière recommandation-là de cesser les opérations. Là, vous nous recommandez d'aller de l'avant avec une bâtisse, avec un prêt hypothécaire, puis peut-être d'envisager de cesser les opérations. J'ai besoin que vous m'éclairiez. En fait, le problème qu'on a avec... on voulait quand même l'aider. Si elle voulait continuer les opérations, c'est très possible. C'est pas ça le problème, sauf que en ce moment, on croyait peut-être minimum les 10 prochaines années, le bénéfice il va seulement servir à rembourser la dette parce que la dette est tellement élevée que la portion à court terme, elle vient gruger beaucoup de notre argent à court terme. 68 000 ou 69 000, c'est vraiment beaucoup pour un bénéfice de quoi? 64 000, ça vient tout le manger directement. Donc, on croyait qu'à long terme, il faudrait qu'elle soit comme à zéro, elle ne se verse pas de dividendes, elle ne se verse pas trop de salaire. Puis à la fin, après quelques années, à long terme, si elle acquérit une bâtisse, ben là, elle va peut-être pouvoir devenir rentable, mais c'est vraiment un projet à long terme. Peut-être pour enchérir, le status quo, c'est juste pas une option valable. Puis on va essayer de proposer une alternative. Puis même avec l'alternative, c'est pas... On voulait la conscientiser que c'était possible de poursuivre les opérations. Par exemple, c'est quand même assez compliqué, complexe. Il va falloir qu'elle mette de l'énergie. Peut-être qu'elle aille chercher aussi d'autres ressources externes ou un partenariat, comme on a parlé, pour consolider ses acquis, puis peut-être avoir un plan un petit peu plus précis vu financièrement. Mais c'est ça. Oui. Le but dans tout ça, c'est un peu de garder des bas prix. Fait que je me demande un peu avec votre stratégie d'augmentation de prix, est-ce qu'il y aurait un moyen que j'augmente mon prix, peut-être pas autant que ce que vous avez suggéré, augmenter mon prix entre les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour qu'il augmente moins? C'est sûr qu'on pourrait établir notre prix au seuil de rentabilité. Encore là, c'est vraiment, c'est sûr qu'elle, dans son optique, c'est d'aider les gens à poursuivre, dans le fond, sa carrière, puis ce qu'elle adore le plus. C'est sûr que si nécessairement elle ne veut pas faire d'argent ou arriver even, c'est sûr qu'on pourrait peut-être le monter à 2081 pour le monter à son seuil de rentabilité, puis consulter avec sa philosophie. C'est sûr que le rendu là, c'est vraiment sa décision à elle. Est-ce qu'elle opte pour encore plus long terme ou elle essaie de faire un petit peu plus de profit, quitte à le redescendre mais qu'elle ait moins de dette? Ça, c'est vraiment une option à envisager avec le gestionnaire. Petite question, les frais de rénovation, c'est quand même des coûts assez importants. Est-ce que je prends vraiment ça en charge durant l'année ou une autre option? Je pense que c'est ça, on l'a peut-être un peu mal fait, mais les frais de rénovation, en fait, c'est des améliorations locatives. Okay. Oui, c'est justement ici, dans le fond, les améliorations locatives, on l'a passé, dans le fond, on va les amortir. Puis, on les a mis dans le prêt pour c'est ça. Un parent, il dit que son enfant, on s'entend qu'il paye à chaque mois
utiliser immédiatement ce produit-là pour l'année de trading auquel l'enfant est inscrit? Si un contrat signé, on peut mettre du à recevoir. Mais on peut aussi comptabiliser à chaque fois qu'on se joue. Puisqu'un contrat est signé, je peux pas comptabiliser à recevoir. Évidemment, c'est mieux de Comptabiliser quand on rapprocher les produits des charges, donc tous tes salaires, mettons, si la personne te paye pour ce mois-là, puis c'est dans ce mois-là que tu as les salaires de tes entraîneurs et tout ça, c'est mieux de vraiment mettre tes produits à ce moment. Parler d'amélioration locative avec le projet de recevoir la bâtisse, là, on a 500 000. Le 125 000 va être vraiment une amélioration locative, même si la bâtisse nous appartient. On a mis dans le compte en amélioration locative. On aurait pu mettre dans le compte. Au début, on l'avait appelé juste amélioration du bâtiment. Okay. Mais on se disait que c'est plus répandu mettre amélioration locative, même si ce n'est pas vraiment une location. Okay. On comprend que c'est peut-être une erreur Comme suggéré que je veux acheter la bâtisse, là, je me soucie que je vais fermer mon entreprise. Est-ce que, non, je ne vais pas revenir là-dessus, mais est-ce que je vais être capable de convaincre une banque de me prêter de l'argent, une hypothèque de 625 000 pour acheter une bâtisse dans l'état actuel? C'est ça que si vous leur présentez un peu nos prévisions, eux, ils vont voir que vous allez être en bénéfice pour l'année. La période de questions est maintenant terminée.